Et tous en ce jour un peu particulier donc du 8 mai quand même. On a choisi une belle date avec mon invité aujourd'hui. Ça va être une conférence Discord un peu particulière puisque ça va être la première fois que nous recevons au sein des Patriotes à la fois une consoeur référente, une militante qui se présente donc aux législatives dans sa circonscription. Elle va nous en parler tout de suite. Donc, je suis très heureux de tous vous accueillir cet après-midi. Et puis, surtout, heureux d'accueillir Nathalie Sich, qui est donc candidate à la législative partielle des 18 et 25 mai prochains en Saône-et-Loire, dans la 5e circonscription. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Donc, Et voilà, donc, je suis vraiment ravie de pouvoir participer à cet événement aujourd'hui. donc, tu n'es pas venue toute seule. On va profiter des premières minutes, puisque qui dit candidate à la législative dit également suppléant, puisqu'il y a toujours un député et son suppléant lors d'une législative. Et donc, je vais te laisser présenter rapidement ton suppléant avant d'entamer vraiment notre entretien tous les deux. Alors oui, bonjour. Enfin, donc, Bonjour à tous. je vous présente Claude, qui est mon suppléant. Il a déjà été mon suppléant pour l'élection de 2022. Donc, c'est mon atout majeur pour toutes les actions qu'on fait dans Saône-et-Loire. Donc, c'est quelqu'un de très important pour moi. Et je le remercie d'ailleurs Merci beaucoup. chaleureusement Oui. de l'aide parce que c'est Merci de ta présence, Claude. Voilà. Et puis, on sait que le soutien du suppléant est important pour le candidat principal de toute façon. Puisque si je ne me trompe pas, si Nathalie devenait députée et qu'elle devait à un moment prendre un autre portefeuille, devenir ministre, c'est son suppléant, c'est ça qui prend la place au Parlement. oui, effectivement, alors c'est pourquoi pas, hein, on peut anticiper cette chose-là. Mais oui, c'est effectivement ça, oui, si j'ai une défaillance ou un autre mandat, oui, ça sera Claude qui prendra ma suite. D'accord. Merci beaucoup, Claude. Bon après-midi à toi. Je sais Merci que à tu vous. restes en retrait et en soutien de Nathalie pendant l'entretien. Tout à fait, merci. Donc, Nathalie, donc, beaucoup ici te connaissent déjà donc, comme une militante et une patriote de longue date. Euh, pour ceux qui t'écouteraient pour la première fois et qui te découvrent, est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots, quelques lignes? Eh bien, oui, effectivement, donc je suis, militante en politique depuis, 2015. J'ai 58 ans, je suis mariée, mère de 2 enfants et je suis contente, d'être avec vous, aujourd'hui. Alors si je me suis bien renseigné, puis pour en avoir discuté tous les deux, engagé depuis 2015, tu as eu l'occasion, justement, c'est pas non plus la première fois que tu te présentes, tu as eu l'occasion de te présenter à des élections départementales, à des élections régionales, tu t'es présenté aux législatives de 2017 et de 2022. Qu'est-ce qui te donne là Alors, le contexte est un peu particulier, tu vas nous en parler justement au niveau de votre 5e circonscription, puisqu'on on n'est pas on n'est pas une date de législative normale, et ce sont des législatives partielles. Déjà, alors qu'est-ce qui te donne envie d'y retourner et qu'est-ce qui fait que tu te présentes là maintenant, c'est 18 et 25 mai? Eh bien, effectivement, c'est une élection qui n'a rien à voir avec les autres puisqu'on est le seul, enfin, la seule circonscription actuellement en France en élection, puisque cette, mandature a été, invalidée par le Conseil constitutionnel début mars. Ce qui m'a donné envie de repartir, déjà, c'est un soutien, c'est Florian qui a pris la décision de me réinvestir pour cette élection. Je l'en remercie, chaleureusement d'ailleurs de toute la confiance qu'il me porte. Et c'est quand même important aujourd'hui que je représente les patriotes au niveau de cette élection, même si ça n'a pas un impact vraiment important, au niveau local. On se rend bien compte que ça n'intéresse absolument personne. Les personnes que nous rencontrons ne sont même pas au courant qu'il y a une élection qui est quand même dans 15 jours. Donc, mais moi je tiens, vraiment, une importance capitale à être présente aujourd'hui pour représenter Florian Philippot, bien évidemment, et expliquer nos idées et ça nous donne quand même une publicité sur notre programme. Donc, c'était vraiment important que je sois présente, pour cette élection. Donc tu marques en fait la présence des patriotes sur le territoire et dans ta circonscription en fait. Exactement. Étant donné que je suis la D'accord. référente, c'est important, moi je dis, ça nous fait une publicité, même si on n'a pas du tout, je n'ai aucune idée des résultats, ce que ça va donner, mais c'est vraiment important pour les patriotes d'avoir un candidat sur cette législative. D'accord.
Nathalie, tu viens du monde médical, dans ce qu'on sait de toi, tu es maman, tu l'as dit tout à l'heure, et tu vis en gros au rythme des Français du terrain. Donc, qu'est-ce que cette réalité-là, en fait, ta réalité et ton quotidien, t'apporte dans ton engagement politique? Première partie de ma question. Et deuxième, depuis donc toutes ces années où tu te présentes, comment es-tu perçu dans ton entourage professionnel, personnel, et vis-à-vis de tes concitoyens, du fait de t'être présenté comme ça toutes ces dernières années? Alors c'est très compliqué en fait, parce que quand on est, candidate pour des élections, au niveau professionnel, ça peut être plus ou moins bien perçu. Moi, j'ai un peu de tout dans mon entourage. Hem, j'ai du bon comme du pas bon. J'ai des collègues qui me désapprouvent totalement. Au niveau familial, ils trouvent que c'est quand même un engagement assez fort, qui me prend énormément de temps, donc j'ai des fois un peu des reproches par rapport à ça. Mais sinon, je suis vraiment, en phase avec les gens par rapport à mon travail, vu c'est le la première partie de la question. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir répondre aux questions des gens. Moi, je suis donc dans le médical, je vois beaucoup, beaucoup de patients tous les jours et le fait de pouvoir les écouter, de pouvoir les aider, bah, j'ai envie de faire ça au niveau politiquement, bah, c'est pareil, si je deviens députée, ça me permettra, bah, également de pouvoir les écouter, d'essayer de résoudre leurs problèmes, et je pense pouvoir dire que je serai, proche des électeurs. D'accord. Euh, Question en fait dans cet engagement justement dans le fait d'être parti comme ça en 2015. Est-ce qu'il y a eu dans ton enfance, dans ton adolescence, soit un moment ou une personne ou une situation en fait qui t'a réveillé politiquement, qui t'a dit en fait je peux pas rester silencieuse, il faut que j'y aille. Donc voilà, quel était le déclic peut-être dans l'enfance ou l'adolescence qui fait que bah, Nathalie elle s'est présentée en 2015? Alors c'est beaucoup plus tardif que ça. Parce qu'il D'accord. faut revoir les choses. Moi, j'estime que j'ai 2 vies. J'ai ma première vie où j'ai eu mes enfants. J'ai été mariée une première fois et j'ai connu mon 2e mari actuellement et mon engagement politique est venu à partir de là, donc du fait d'avoir rencontré, mon mari, qui est très engagé et ça m'a réveillée. Jusque-là, je regardais vraiment la politique de très, très loin et à partir de 2015 où on m'a demandé d'être candidate pour les départementales, heu, mon mari a dit: «Bah, si c'était moi à qui on posait la question, je serais partie, vraiment immédiatement» et je me suis dit: «Bah, allez, pourquoi pas?» Pourquoi pas et je pensais pas que ça me plairait autant et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Donc c'est vraiment tardif, moi, c'est pas du tout, dans l'enfance, donc c'est plus, près des D'accord. Oui. 30 ans, enfin par là. D'accord. Donc, ouais, tu n'es pas forcément issu d'une famille où la politique était importante, où les gens s'étaient engagés, ou est-ce que Nathalie, plus jeune, a eu des engagements personnels autres que politiques, mais où il y avait déjà cette notion voilà, d'engagement et d'envie d'y aller sur une autre Alors, thématique, par exemple. je suis pas du tout d'une famille engagée, je vais expliquer pourquoi. Mon papa était gendarme, donc il faut, un droit de réserve. Donc D'accord. la politique bon, on parlait de politique, oui, à la maison, mais il y avait pas du tout d'engagement de ce côté-là. Comme je dis, c'est venu beaucoup plus tard. Alors malgré que mon 2e époux, soit militaire de carrière, bon là, il est retraité aujourd'hui, mais il était, très impliqué. Enfin, il est toujours très impliqué, mais il était même impliqué pendant son activité professionnelle, ce qui pouvait des fois lui poser des problèmes, puisqu'il a aussi un droit de réserve. Donc je n'ai pas eu d'engagement, avant 2015 en fait. J'étais très D'accord. réservée, jeune, hein, donc j'étais pas du tout la Nathalie que vous voyez aujourd'hui, ça elle a rien à voir du tout. Donc, J'ai c'est vécu plus ta vie, en gros, qui a commencé à forger ton combat que tu mènes aujourd'hui. Et comme tu te décris, en fait, ou tu écris que tu vas être une députée du peuple, une femme engagée, c'est quand même un terme fort. Qu'est-ce qui, dans ton parcours personnel et professionnel, donc tu l'as un petit peu évoqué, mais justement, te donne cette légitimité de te présenter par rapport à d'autres personnes? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cet engagement? cet engagement est très important. Si je peux expliquer un peu mon parcours, donc j'ai été candidate plusieurs fois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai suivi Florian. Je connais Florian depuis 2015. La première fois que je l'ai vu, bah, j'étais avant que je sois comme aujourd'hui, j'étais sur la réserve et je n'aurais jamais pensé pouvoir l'aborder, comme je l'aborde aujourd'hui et j'ai rencontré quelqu'un qui a quand même une grande conviction, un discours, clair,
qui n'évolue pas, enfin qui ne change pas, on va dire, cohérent. Donc j'ai beaucoup apprécié ça et j'ai vraiment envie de me battre pour Florian, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'être là où je suis aujourd'hui. Déjà le fait d'être référent, ça aide énormément et là, je veux vraiment aider Florian dans son travail qu'il fait au quotidien et voilà, c'est ça mon engagement aujourd'hui. D'accord. Et on peut dire que c'est un peu, est-ce que c'est le déclic de ton engagement, c'est cette rencontre avec Florian, ou est-ce qu'il y a eu un autre déclic ou un autre moment où tu t'es dit, de toute façon, je ne peux plus juste regarder ce qui se passe, il faut que j'agisse moi-même et je vais agir. Oui, alors il y a le déclic parce que j'ai rencontré Florian et puis après il y a le travail sur le terrain. Et la réalité des choses, on va dire, parce que c'est facile, d'être sur son canapé, de dire: «Ah bah oui, ça va pas, ça va pas». On rencontre beaucoup de gens comme ça et moi je voulais pas rester, sur mon canapé justement. Moi je voulais faire les choses, c'est pour ça que je me suis engagée et que le fait d'être référente, ça on gère un département, on gère des militants, on essaye de faire vivre le parti, donc c'est très important en fait. Donc pour Et moi on, c'est on- on prend la température de son territoire également. exactement, exactement. On représente Florian, donc on lui doit quand même, voilà, on doit être là pour lui et on doit vraiment, donc c'est pour encore une fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important que je sois dans cette législative. Je me D'accord. répète, mais c'est important. Mmh, Non, non, mais il n'y a pas de souci. La répétition, c'est de la pédagogie également. voilà. Dans ta vision politique, justement, et on a la chance d'avoir quelqu'un comme toi qui s'est engagé dès 2015. Donc, ta vision politique, est-ce qu'elle a évolué depuis ta première campagne? Et est-ce que la femme est candidate, en gros, de 2025? Qu'est-ce qu'elle donnerait comme conseil à celle de 2015, de 2017 et 2022 avec le recul? Alors avec le recul, évidemment, quand on commence en politique, alors mes 1res candidatures, je me sentais pas du tout, légitime, oui, on peut dire ça, légitime. J'avais une moins bonne connaissance, une moins bonne assurance. Ça m'a fait énormément évoluer. Donc, je dirais à la personne que j'étais il y a 10 ans, bah, il faut évoluer, il faut travailler, beaucoup travailler et on arrive à tout quand on a vraiment envie, on peut y arriver, tout simplement. Donc, tu considères aussi que ce parcours, c'est comme un vrai développement personnel, finalement. C'est une évolution de personnalité, c'est un renforcement de ses convictions. Oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Je suis métamorphosée. Les personnes qui m'ont pas vue depuis, 20-30 ans, enfin, me reconnaîtraient pas, je pense. D'accord. Depuis ta campagne de 2017, donc c'est l'année où Macron a été élu, donc les législatives de 2017, la société a encore beaucoup évolué, alors dans le bon et dans le mauvais sens. Les réseaux, l'impact des réseaux sociaux est quand même de plus en plus important. Est-ce que tu vois une différence, soit justement dans ta campagne de 2017 et la campagne que tu as commencée là ces dernières semaines? Alors oui, effectivement, une énorme différence parce qu'en 2017, j'étais beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Là, effectivement, je fais une campagne de terrain depuis, début avril, mais une campagne sur les réseaux, oui, à 100 qui n'était pas du tout là en 2017. C'est un grand changement. J'ai déjà remarqué que les candidats qui sont en face de moi, regardent ce qui se passe sur les réseaux. J'ai eu l'occasion de les rencontrer là, à notre dernier marché, à Mont-Solémine. J'ai vu quasiment tous les candidats, on était tous sur le marché ce jour-là et ils ont été très impressionnés par rapport à mon équipe, parce qu'on était 18 ce jour-là, présents et quand ils nous ont vus arriver, ils nous ont regardés d'un air de dire, «Ah ben, finalement on pensait pas que les patriotes, il y avait autant de monde», enfin on a vu qu'ils étaient impressionnés parce qu'eux, ils étaient 4-5 et donc heu donc oui, il y a une grande évolution. En 2017, c'était pas on était enfin bon, j'étais pas pour la même cause, mais c'est puis là, il y a quand même, je préfère cette année à 2017. Oui, puis, et on voit, on voit effectivement que les patriotes s'ignorent quasiment entre eux et que notre rôle est également de référence, c'est de les rassembler. Et les gens n'attendent que ça aujourd'hui. C'est le signe du rassemblement pour sortir de leur isolement et le fait de croire qu'ils sont peut-être tout seuls dans leur campagne ou dans leur coin et de pouvoir venir rejoindre justement les candidats, les référents et pouvoir lutter ensemble dans le sens de la souveraineté. Ça m'amène à cette question. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, tu es resté très fidèle à une ligne très claire, très souverainiste, et que tu n'as pas jusqu'à maintenant cédé à la tentation de ce qu'on appelle les alliances molles, entre guillemets.
Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de rester droit dans tes bottes et dans cet axe souverainiste sans justement avoir été tenté par des alliances, soit contre nature, soit pas forcément évidentes? Alors pour moi, il y a aucun souci, je ne changerai pas du tout. Je vis, mon engagement aux côtés de Florian. Florian, encore une fois, je le redis, il est intègre, il est, enfin, il ne change son programme est cohérent, il ne change pas. On a une facilité de pouvoir communiquer avec lui, même si on a des fois des désaccords, il nous explique les choses. Enfin, on a un échange tel que je ne veux absolument pas changer. J'ai eu un entretien avec des journalistes qui n'arrêtaient pas justement de me dire: «Oui, mais si vous étiez resté, comme c'était en 2017, vous seriez député aujourd'hui. Est-ce que vous avez un regret?» Je leur ai dit au moins 2 fois, j'ai dit: «Mais non, je n'ai pas de regret et je préfère travailler avec quelqu'un, comme Florian, vraiment, que de comme ça, je peux me regarder dans une glace, je suis, vraiment, voilà, je suis fière, enfin, fière de ce que je fais et fière de ce que fait Florian, donc je poursuis mon engagement avec Florian sans problème». D'accord. Avant de passer aux grandes thématiques de ta profession de foi, une dernière question par rapport au terrain. Comment donc, chacun a cette notion, ce ressenti différent du terrain, mais comment c'est le terrain pour toi? Alors c'est important, mais il faut vraiment avoir une grande envie parce que c'est quand même très décourageant, quand on rencontre les personnes, on se rend compte que les électeurs, ben, n'apprécient plus du tout le monde politique. Donc on a un travail énorme parce qu'il faut les ramener à avoir envie de voter, de s'intéresser. Bien souvent, là encore une fois, les 3/4 de la population n'est pas du tout au courant qu'il y a une législative en cours. On n'est absolument pas médiatisé, correctement par les journalistes, hein, on voit qu'ils font vraiment le minimum, hein, cette fois-ci. On n'a aucun entretien avec que ce soit les grands corps de métier, je si hormis le personnel soignant où je suis invitée demain, mais sinon on n'a aucune invitation. D'habitude, aux précédentes législatives, on a des tas de renseignements, on nous donne des informations pour les BTP, pour telle ou telle chose et là, absolument rien. Donc on se rend bien compte que ça n'a rien à voir avec l'habitude. D'accord. Les formalités. On va aborder le premier grand thème des 4 volets, en gros, de ta profession de foi. Le premier, c'est la paix, en gros, comme l'urgence absolue, hein. C'est aussi pour ça qu'on défile et qu'on défilait encore la dernière fois à Paris tous ensemble, hein, Oui. pour la paix, contre l'envoi d'armes en Ukraine, etc. On sent chez toi quand même une vraie conviction pacifique. Comme tous les autres patriotes, tu dis non à l'escalade, non à l'OTAN, non à l'envoi d'armes. Euh, Est-ce que ça a forgé chez toi ou qu'est-ce qui a forgé chez toi ce réflexe de prudence géopolitique, on va dire, comment tu vois justement cette lutte contre cette escalade? Et bah, pour moi, c'est important d'essayer d'expliquer toujours pareil aux gens qu'on n'a rien à faire dans cette guerre au niveau de l'Ukraine. Beaucoup disent que si on n'aide pas, l'Ukraine, on passera ben, on sera passé à côté. Moi, je dis que oui, aider un pays en danger, pourquoi pas, mais il ne faut pas oublier de penser à la population, alors que ce soit dans tous les camps, hein, moi je parle pour tous les camps. Oui, Nous ne sommes pas du tout, on n'a rien à voir à faire avec cette guerre. Donc il faut absolument arrêter tout ce débordement d'argent, de financement. On ne sait même pas où va cet argent. Zelensky même lui-même dit qu'il y a de l'argent qu'il ne sait même pas où c'est. Enfin, faut arrêter quoi, il faut remettre les choses, dans leur contexte, retourner sur nous quand même et revoir les choses différemment et retrouver pour avoir la paix vraiment, il faut retrouver notre liberté. Donc il faut vraiment d'accord. quitter ce carcan, de l'Union européenne là pour, retrouver, retrouver notre souveraineté et pouvoir choisir vraiment avoir nos choix. Voilà. Pour le Euh, ton mari étant un ancien militaire, Oui. est-ce que refuser d'aider militairement, c'est lâcher un peuple? Ou il y a des gens qui nous font cette reproche aussi, hein, dire bah oui, mais si on laisse tomber l'Ukraine, voilà, c'est complètement c'est lâche et vous lâchez le peuple ukrainien. Euh, voilà, qu'est-ce que tu leur réponds concrètement à ces gens-là?
Alors moi, je leur réponds que aider, le peuple ukrainien, c'est essayer d'aider, au contraire, que les choses s'arrêtent. Moi, c'est ça que je vois, il faut que le conflit s'arrête. Il y a que cette façon-là que le peuple ukrainien pourra retrouver, ben, le calme et une vie normale. Là, il faut que ça s'arrête. Donc on doit arrêter d'aider, on doit arrêter l'escalade, tout Et il simplement. faudrait peut-être que le peuple ukrainien retrouve un vrai président pour son pays aussi, puisqu'on sait que Exactement. Zelensky est complètement hors la loi et hors constitution ukrainienne depuis mars 2024, date à laquelle il aurait dû y avoir des élections présidentielles normalement en Ukraine si l'Ukraine n'était pas en guerre. On va glisser vers le thème suivant, qui est celui du Frexit, qui est aussi une condition de la liberté, finalement, on rejoint aussi l'Ukraine. Le Frexit, tu le défends depuis le début, aux côtés de Florian. Oui. Pourquoi, pour toi, c'est la mère des batailles, le Frexit? Alors le Frexit, c'est retrouver notre souveraineté. C'est le primordial, c'est retrouver notre souveraineté. Quand on a fait les élections, européennes l'année dernière, la phrase qu'on disait régulièrement: «Il faut, pouvoir choisir, arrêter de subir pour pouvoir choisir». Je ne sais plus dans quel sens c'était et c'est toujours le cas. Il faut pouvoir être souverain, donc il faut vraiment quitter ce carcan. Retrouver, notre liberté de choix, redonner, espoir à tous nos agriculteurs. Moi, c'est un peu ma priorité là pour cette campagne, des législatives, que je pense surtout à eux, qu'avec toute cette concurrence, malsaine, qu'on leur donne, et on les paupérise. Enfin, en tous les cas, il faut vraiment, vraiment retrouver notre souveraineté, retrouver notre monnaie et pouvoir choisir. D'accord. Je te laisserai continuer encore sur les agriculteurs, s'il y a tu as des choses à rajouter. Mais très concrètement, voilà, si demain, après-demain, on sortait de l'UE, quelles sont les premières choses qui pourraient s'améliorer aussitôt dès qu'on sort de l'Union européenne? Bah, déjà, ce que Florian propose, c'est de récupérer notre monnaie, déjà, et comme ça on pourra faire comment on peut appeler ça? Des échanges, enfin, de retrouver les libertés d'échange, hein, déjà. Tout l'argent qu'on donne actuellement, eh ben, on pourra le récupérer, enfin, on pourra le garder pour améliorer, aider les agriculteurs, non pas avec une PAC, mais avec une politique agricole française qui sera mieux. On pourra mieux les aider, qui pourront mieux vivre de leurs revenus. Financer, enfin, pas financer, mais comment je veux dire? Il faut fidéliser les gens, en utilisant les circuits courts, hein, arrêter ces échanges, de longue, voilà, le Mercosur, enfin, éliminer toutes ces directives qui ne servent à rien et qui nous permettraient d'améliorer tout ce qui est santé, l'éducation. Voilà. On a beaucoup D'accord. de Donc, ce qui veut dire que finalement, on passerait de notre contribution nette de 15 milliards tous les ans à l'UE, on pourrait récupérer 15 milliards et finalement redistribuer ça pour notre industrie, pour nos agriculteurs, exactement, qui seraient payés le juste prix et pas uniquement des compensations de manque à gagner, comme c'est le cas aujourd'hui avec la PAC, quoi. exactement, c'est très important. On prendra après, oui, bah tiens, je prends en parallèle. Tu vois, on avait nos questions, et puis ce qui est bien d'être en direct, c'est qu'on a des questions dans le chat à côté. Donc, on interrompt entre deux. D'accord. J'ai l'Irlande qui est une contributrice, alors l'Irlande ou Marion, pour ceux qui la connaissent plus personnellement, qui est une grosse contributrice du Discord et qui te pose une question. Madame Sich, si vous êtes élue, et je vous le souhaite de tout cœur, entre parenthèses, comment envisagez-vous votre travail à l'Assemblée? Première proposition de loi ou autre par exemple. Tu vois, ça allait être une question qui allait venir, mais toi, les discordiens me devancent sur mes questions. Ouais. Si je suis élue, bah, déjà, je serai entourée d'une équipe, performante, hein. Je serai pas toute seule, je serai vraiment entourée d'une équipe, heu, parce que je pourrais pas faire tout toute seule. Et j'aurai une permanence évidemment locale, chose que notre, charmant, ancien député RN n'a pas voulu faire, à la dernière mandature. Moi, je veux être proche des gens, je veux travailler sur leurs dossiers et évidemment être présente, à l'assemblée. Quand on doit, siéger, il faut être présent. Mais vraiment je veux, être proche de mes électeurs, de la circonscription, enfin, de faire des choses au niveau local, c'est très, très important. Ouais, je ne serai pas,
un fantôme, je veux dire, je serai vraiment là, présente. D'accord. Oui. Et pour répondre complètement à l'Irlande, tu as déjà des idées, voilà, de propositions de loi, des choses concrètes où tu dis: «Voilà, si j'y vais, j'irai me battre de toute façon en priorité déjà pour telle ou telle chose»? Oui, ça fait partie des choses qui me sont chères, c'est demander une, commission d'enquête sur ce qui s'est passé pour le Covid. Ça serait vraiment ma priorité. Puisque D'accord, personne ne le fait aujourd'hui, je me dis en étant la seule, candidate anti-système, c'est à moi de faire le travail, donc je demanderai une commission, d'enquête pour le Covid, tout ce qui s'est passé pour le Covid. d'accord. Tu parles aussi dans ta profession de foi voilà, de l'aberration des ZFE, des DPE, de la PAC agricole. Est-ce que tu as des exemples précis justement dans ta circonscription ou dans ton département de personnes qui sont pénalisées par toutes ces mesures? Alors dans notre département, on n'a pas de zone, classée ZFE. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, on a uniquement Dijon, hein, que ça correspond à D'accord, Dijon. Donc là, on n'est pas du tout touché par ça, mais bon, ça n'empêche pas qu'on est solidaire, pour toutes les personnes comme celles qui habitent, à Lyon, enfin Paris, Lille, enfin les grandes villes, Marseille, je ne sais pas si, mais en tous les cas, ça c'est une aberration parce que, on ne peut pas les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter des voitures récentes, facilement, surtout que, le prix des voitures aujourd'hui, ne baisse pas, hein, mais au contraire augmente au encore plus, contraire. donc c'est vraiment une aberration. Ce qui est problématique par contre, c'est le DPE parce que ça concerne quand même pas mal d'appartements, enfin de maisons, donc ça c'est vraiment, une aberration, hein. Donc il faut vraiment supprimer cette directive. Mais encore une fois, on ne peut pas le faire puisque c'est une directive européenne, donc il faut vraiment pour s'en débarrasser et la seule solution de toute façon, c'est sortir de l'Union européenne. Nous n'avons que ça. D'accord. Et juste, justement, alors pour clore ce 1er chapitre Frexit, ou du moins ce deuxième chapitre Frexit, comment expliquerais-tu ou que dirais-tu à un jeune de 20 ans aujourd'hui qui n'a connu que l'Union européenne, qui sont énormément influencés par rapport à l'Union européenne dans les écoles, dès le collège et également au lycée, où on vend tous les mérites, entre guillemets, de l'Union européenne. Qu'est-ce que tu peux dire à tes jeunes électeurs de 18-20 ans pour leur expliquer Frexit? Quels sont tes arguments moteurs, tes arguments clés? Eh bien, pour leur expliquer, je leur dirais, regardez l'histoire, parce qu'on n'a pas toujours été, dans l'Europe, et on s'en sortait très, très bien avant. Donc, je leur dirais: «Regardez l'histoire, et qu'il faut vraiment que notre pays soit souverain, donc être libre, avoir une France libre et donc quitter l'Union européenne». Encore une fois, c'est la phrase que je dis souvent, pour pouvoir choisir et non plus subir. Donc quittons l'Union européenne. Mais donc il faut qu'ils regardent avant, ce qui s'est passé avant leur naissance, parce qu'effectivement, ils sont nés, période, européenne, donc ils n'entendent que ça. Donc il faut vraiment leur faire un cours d'histoire et qu'ils écoutent, hein, parce que ça fait pas partie des programmes en tous les cas. On Oui, leur explique voilà, pas. oui, oui, d'accord. On a une autre question dans le chat que je prends comme ça à la volée. Êtes-vous pour la suppression du Sénat? Ça fait partie des projets de Florian, de supprimer le Sénat, parce D'accord, qu'après, étant donné que 2 assemblées, il faut avoir un accord des 2 assemblées. Est-ce que c'est vraiment utile? Ça fait encore des personnes comme supprimer la région, c'est pareil, les grandes communautés de communes, ça fait partie de notre programme ça. Donc si on supprime des strates, c'est mieux pour, déjà ça fait faire des économies, ça remet un peu plus de pouvoir. Moi j'aimerais qu'un maire redevienne vraiment maire de sa commune, parce que là les maires, ils sont englobés dans les communautés de communes, donc ils ont plus la même action qu'avant, encore une fois, c'est tout ce qui se passait avant. Pourquoi avoir une région, un conseil régional alors qu'un conseil départemental ça suffit? Hein, pourquoi en rajouter? Tout ça, ça ferait faire des économies et l'argent économisé, mieux redistribué permettrait, d'améliorer les services de santé, l'éducation, les a le travail des agriculteurs, réindustrialiser, enfin faire des choses concrètes qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Et d'accord. l'argent, on l'a, mais on la donne, on donne notre argent, à mauvais escient. Enfin, l'argent est utilisé à mauvais escient.
Voilà. Et on voit de toute façon qu'on a quand même, par rapport à d'autres grands pays, entre guillemets, démocratiques, on a quand même une représentation et des parlementaires bien trop nombreux par rapport à la taille de notre pays et de notre population. Ça, c'est Exactement. avéré. On va glisser vers le thème, le troisième thème de ta profession de foi, qui sont les libertés fondamentales et la résistance démocratique. Tu parles d'un recul inquiétant des libertés en France. Est-ce que toi, tu l'as vécu personnellement ou est-ce que tu le vis autour de toi? Donc là, ce problème de liberté, oui, on peut dire qu'on l'a perdu, depuis la période covid. Donc ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que cette période, on a voulu nous mettre sous clé, nous diviser. Heu, alors, en tant que personnel soignant, on nous a obligés d'être vaccinés. Alors moi, j'ai fait le choix, puisque je voulais continuer de travailler, d'être vaccinée pour pouvoir, puis il fallait bien quand même des soignants de toute façon, hein, pour, continuer de soigner. Donc moi, j'ai fait le choix d'être vaccinée à contre-cœur, franchement, mais on nous a fait travailler dans des conditions désastreuses. Alors on nous a dit: «Il faut», alors on nous a mis sous clé, on nous a fermés dans le service où je travaillais, on nous a fermés, on n'était que 2 on travaillait 10 heures par jour à 2. Vraiment épouvantable, et quand on sortait, du travail, on se rendait compte qu'il y avait un autre univers. Je me suis dit: «Non mais là, il y a quand même des choses qui vont pas, les gens peuvent aller faire leur», enfin, il y avait 2 choses, ça n'allait pas. Donc moi je dis qu'à partir de là, on a déjà touché à nos libertés. Personnellement, j'ai perdu mon papa, ça fera bientôt 4 ans, enfin 4 ans demain, donc ça me tient vraiment à cœur parce que cette période covid m'a empêchée de le voir comme je le voulais. Puisqu'il était devenu malheureusement, par maladie, dangereux pour lui et dangereux pour ses proches, surtout pour ma maman. Donc on a été obligé de le placer parce que, voilà, on ne pouvait plus, assurer sa sécurité, et du jour, où il a été placé, ça a été fermé, impossible de rentrer une fois par semaine, une demi heure. Rendez-vous compte, une fois par semaine, une demi heure, voir quelqu'un qui est déjà perdu, qui nous reconnaît pas. Moi, ça a été un traumatisme pour mes enfants. Et voilà, j'en a ça m'émeut parce que c'est et il y a pas que moi qui a vécu ça. Voilà, et puis toutes les personnes qu'on est obligées d'être vaccinées, qui sont malades aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, enfin, on sait pas pourquoi, on sait à peu près, mais tous ces problèmes d'effets secondaires, je pense à Marc Royer là qui a perdu son épouse, ça a été prouvé que c'est le vaccin qui en est responsable. Voilà, et après on nous a donné on signait nos autorisations de sortie, on signait nos autorisations, heu entre guillemets, quand on était malade, on se faisait son arrêt de travail. Moi, ça m'a toujours surpris, j'ai eu le covid 2 fois. À chaque fois, il fallait aller sur le site Amélie et on s'auto-prescrivait son arrêt de travail. On n'avait plus le droit d'être soigné, on n'avait plus le droit de voir son médecin, on était mis au banc. Pour moi, c'est une période vraiment, ça a commencé par là. Enfin, peut-être que ça a commencé avant, mais on s'en est peut-être pas rendu compte, mais là, vraiment, on a touché le fond avec ça. Donc il faut vraiment se battre parce qu'il faut absolument pas qu'on revienne, qu'on ait un nouveau pass, quel qu'il soit, hein, que ce soit, sanitaire, culturel, enfin, climatique, voilà, parce que le climat Climatique, c'est oui. voilà. Non, il faut vraiment qu'on fasse attention à notre liberté, et ça, c'est vraiment important de se battre pour ça, aujourd'hui, et D'accord. Oui, et effectivement, comme tu dis, et d'où le retour à cette première proposition qui c'est de vraiment faire la transparence sur le Covid, parce que, comme le signale également l'Irlande dans le chat, on a vraiment torturé la population à tous les niveaux pendant ce Covid, et chacun a forcément son lot de souffrance qu'il a eu pendant cette période-là, en fait, hein. Quand on voit les enfants, les conséquences pour les enfants qui ont été masqués, hein, quand on écoute la pédopsychiatre Marie-Estelle Dupont, par exemple, qui aujourd'hui justement également défend, on se bat pour la protection de l'enfance aussi par rapport à ce qui se passe dans les écoles. Mais pendant le Covid, que ce soit les enfants, les adultes et les personnes âgées, tout le monde a souffert à différents niveaux de ces restrictions. Ça nous amène également vers le DSA européen, donc les fameuses censures numériques. Est-ce que pour toi, on est en train de basculer vers une forme de démocratie de contrôle, même si on se doute un peu de la réponse à la question? oui, effectivement, là, il est clair que cette nouvelle, directive, encore une fois, va vraiment à l'encontre de nos libertés d'expression. Puisque, à partir du moment où on n'est pas d'accord, avec
la politique ambiante, on va dire, enfin, qu'on n'est pas dans la norme, bah, on va nous couper le son, hein. Donc ils ferment les télés, ils ferment les radios, enfin ils ferment des voilà, après l'étape d'après, ça sera les réseaux. Donc c'est pour ça comme dit Florian, il faut vraiment qu'on fasse un autre réseau nous-mêmes, en prenant contact, en ayant les numéros de téléphone de tout le monde. Parce que là, c'est vrai qu'on est tous sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas encore, bah, la Discord là, je le redécouvre là effectivement, aujourd'hui. Je trouve que c'est une bonne solution de pouvoir discuter et c'est très important de se faire son réseau parce qu'il arrivera un jour où tout sera coupé et qu'il faudra trouver une alternative. D'accord. Tu en as parlé un petit peu avant, donc bon, étant catégoriquement opposé au pass sanitaire, climatique et tous les autres passes qu'on pourrait nous inventer, hein, justement. Cependant, où est-ce qu'on doit placer le curseur? Où est-ce qu'on doit placer la frontière entre ce qui est liberté individuelle et ce qui est sécurité collective? Parce que forcément, on nous vend les passes pour la sécurité collective et pour le bien-être collectif. Oui, alors effectivement, là, on nous vend comment on appelle ça? La reconnaissance faciale, là, pour, soi-disant notre sécurité, alors que c'est totalement l'inverse, comme tu as dit. Non, c'est contraire à la liberté. Donc, toutes ces avancées technologiques, qui nous disent, pour notre bien, là, moi, je suis complètement, contre, hein. Ça peut des fois aider pour, quand on recherche pour certaines choses, mais là, non, il faut vraiment rester, très, très, comment je veux dire? À distance de tout ça. Il faudrait vraiment là, il faut vraiment encore faire très attention, à ce qu'on ne traverse pas la ligne rouge comme tu dis. Après, où est la ligne rouge vraiment? Je ne saurais pas l'exprimer aujourd'hui, mais, en tous Mais les cas, ça pourrait faire l'objet d'un débat, d'un vrai débat public et de vrais référendums sur ces sujets de passe ou de limites entre la liberté individuelle et la sécurité collective. je suis tout à fait d'accord, oui. Ça mériterait un débat. Et justement, oui, on voit aussi dans le chat, on nous dit oui, le dernier pass qui a défrayé la chronique là dernièrement, c'est les fameux passes canins comme à Béziers, où on commence à faire des prélèvements ADN sur les chiens. Enfin, on arrive là sur des aberrations, là. Alors ça, c'est totalement, oui, alors là, c'est aberrant. Là, j'ai vu ça cette semaine, je sais pas où c'est qu'ils sont allés chercher ça, mais franchement, j'y aurais pas pensé, hein. Mais, non, mais là, c'est vraiment, on descend vraiment très bas. Moi, le dernier pas, ce qui m'a gênée, c'est pendant la période JO aussi, parce que là, ils ont mis tous les ingrédients, l'identification, enfin la reconnaissance faciale, il fallait également encore avoir un pass, enfin c'est non, donc là, il faut vraiment, vraiment mettre un non catégorique sur tout ça. Pas de pass, de quel qu'il soit. Exactement, parce que c'est vrai qu'on sent on glisse avec toutes ces nouvelles mesures vers le crédit social à la chinoise. Et Caméléon dans le chat nous dit justement d'aller revoir. C'est vrai que j'ai vu déjà cette vidéo, ce reportage, une vidéo qui s'appelle Ma femme a du crédit, qui est donc un reportage qui se passe en Chine. De mémoire, je crois que c'est un Français qui vit avec une Chinoise et qui exprime qui explique la vie de sa femme au quotidien par rapport à son crédit social, justement. Et la manière dont on gagne ou on perd des points en Chine avec toutes ces caméras et cette reconnaissance faciale. Ça, ça allait. On arrive au quatrième thème qui est celui dans ta profession de foi, de la sécurité, de la justice, de l'immigration. Dans ce programme, effectivement, tu mets l'accent sur les OQTF, l'obligation des OQTF, les frontières, la sortie de Schengen. Est-ce que tu penses qu'à court terme, ce sont des choses qui puissent être applicables et qu'on puisse vraiment s'en sortir dans ces domaines? Pour que ça soit applicable, de toute façon, il y a encore beaucoup de chemin, hein, parce qu'il faut déjà que la jus enfin, c'est la question d'après, je sais, mais c'est enfin, il y a beaucoup de chemin. Il faut, il faut absolument, encore une fois, sortir de cette Union européenne, sortir de Schengen, se recentrer sur notre pays, avoir une justice beaucoup plus ferme. Alors je reviendrai aussi sur le mode du respect parce que j'en ai un peu parlé samedi dernier quand j'étais à Villeurbanne. Le respect des institutions. Là, aujourd'hui, on n'a plus du tout de respect. Les enfants ne respectent plus les enseignants. Alors, je dis les enfants, mais est-ce que c'est vraiment les enfants? C'est plutôt les parents qui ne respectent plus les enseignants. Il y a plus la peur du gendarme, il y a plus la peur du juge, déjà. Donc, il faut remettre ça, en avant.
et à partir de ce moment-là, remettre la justice, en ordre et faire appliquer les choses correctement. Mais pour que ça soit applicable, il faut refaire des frontières parce que même s'ils quittent les OQTF, même s'ils quittent le territoire français, i s'ils veulent revenir, aucun problème. Oui, Il faut s'enligner là-dessus. tout à fait. Et je rebondis là-dessus, lors du dernier entretien qu'on a eu sur cette chaîne avec notamment Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves nous disait comment voulez-vous dans un pays qu'on respecte les institutions quand en gros nos dirigeants eux-mêmes piétinent la Constitution, piétinent les institutions au quotidien et se sentent finalement complètement hors la loi, sont hors la loi et se comportent de cette manière. Exactement. Et justement, ça voudrait dire, parce qu'on pense forcément au cas d'Alexis Collère, qui avait quand même été convoqué 2 fois, qui ne s'est jamais déplacé au niveau des commissions parlementaires. Est-ce que tu penses, selon toi, que la justice est devenue laxiste, inefficace? Qu'est-ce que tu proposerais, toi, en tant que député, pour redonner du poids à notre justice? Alors effectivement, elle est inefficace et laxiste. Ça, il y a aucun problème. Pour, redonner du poids, déjà, il faut avoir des juges, qui jugent, hein, sérieusement, mais il faudrait également aussi qu'on arrête de victimiser les malfrats et soutenir par contre les victimes, déjà. Parce que, redonner du poids aux forces de l'ordre, parce ils n'ont pas le droit d'arrêter quelqu'un qui a commis un acte répréhensible. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui d'arrêter les personnes de façon sereine, parce que si jamais ils les prennent malencontreusement, puis qu'ils ont un petit bleu sur le bras, ils vont porter plainte. Donc ça, il faudrait déjà mettre un peu de pouvoir donc aux forces de l'ordre, oui, parce que déjà ça, comme ça, les contrevenants, bah, réfléchiraient peut-être à 2 fois avant de faire quelque chose en se disant: «Bah, oui, non mais attention, là si je fais quelque chose qui est mal, je risque quand même d'aller, voilà, d'avoir une peine, enfin qui et de faire sa peine». Chose qu'aujourd'hui, vu qu'il y a une, surpopulation déjà au niveau, carcéral, donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont des peines qui ne les font pas. Enfin, c'est vraiment large, hein, comme sujet, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais et puis arrêter la justice à 2 vitesses aussi, hein, que tout le monde Voilà. soit sur le même, voilà, D'accord. même Oui, plan. et de toute façon, là, on est plus ou moins dans un état où aujourd'hui on sent une forme d'impunité, donc il y a aucune mesure en fait qui fait peur ou qui est dissuasive. On dit bon bah on peut passer à travers les mailles du filet tout en restant un malfrat ou un petit voyou quoi. Voilà. Là, je veux juste faire une petite aparté parce que j'ai vu cette semaine, alors Vas-y. je me rappelle pas le nom du député, mais il y a quand même un député qui va être exclu, je crois 2 semaines. Enfin, il a pas vraiment c'est pas vraiment grand-chose, mais parce qu'il a quand même, consommé, enfin acheté, il deal, voilà, c'est un dealer en fait. C'est un Donc je dealer trouve carrément. voilà, il consomme, mais il est dealer également. Moi je trouve aussi qu'il faudrait remettre, de l'intégrité au niveau des élus. Parce que là, on a beaucoup d'élus, bah, qui ont des affaires judiciaires en cours. Moi je trouve pas ça normal. Quand on est élu, on doit être intègre et montrer le bon exemple, chose qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas. Voilà, D'accord. déjà, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérification du casier judiciaire quand on alors se présente à la députation? non, parce que moi je l'ai présenté là quand on a fait notre déclaration à la préfecture. Le papier qu'il faut présenter, c'est sa carte d'identité et son inscription sur une liste électorale. Si on ne D'accord. peut pas présenter comme quoi on est électeur sur une liste électorale, il faut présenter le casier judiciaire, mais il n'est absolument pas obligatoire. Voilà. Moi je trouve D'accord. ça pas normal déjà. OK, donc nous avançons parce que c'est très intéressant et le temps tourne. Sur Pardon. ta profession de foi, il y a quand même une chose qui est importante effectivement, c'est une candidature différente. Tu n'es ni Macron ni RN. Donc là-dessus, tu as été très clair et tu dis aujourd'hui que le RN n'est plus une vraie opposition. Bon, on sait tous que Macron a trahi la souveraineté. En quoi ta candidature se démarque-t-elle profondément de celle de tes concurrents sur le terrain pour cette législative? Alors mon programme est totalement différent. Nous, on veut être proche donc de la population, faire vraiment
s'intéresser aux problèmes des gens, ce qui est important, qu'ils se rendent compte, que nos électeurs se rendent compte, bah, qu'on est vraiment là pour eux et on tient compte de leurs demandes. Heu, Ça, c'est très important et comme je suis la seule candidate anti-système comme c'est noté sur ma profession de foi, heu, il faut que je continue à faire, comment je veux dire? Apporter enfin notre programme, il faut vraiment qu'on l'apporte et qu'on respecte, les électeurs donc et pour arriver à faire quelque chose, encore une fois, la seule solution, c'est vraiment le leitmotiv de ma candidature, c'est cette sortie de l'Union européenne. C'est indispensable. Voilà. Donc je serai peut-être la D'accord. seule au parlement, mais c'est important. Au moins, je serai là pour, expliquer les choses et faire porter notre voix à tous, au parlement. À ce sujet, justement, parce qu'il y a toujours un certain nombre d'électeurs du Rassemblement national qui pensent que le Rassemblement national va demander la sortie de l'UE, demander la sortie de Schengen, etc. Il y a des gens qui sont restés bloqués dans le programme de 2016. Aujourd'hui, est-ce que tu rencontres justement ces électeurs qui disent ben non, mais moi je vais plutôt voter l'URN pour telle ou telle raison. Donc ce qu'ils pensent, c'est encore les raisons. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais de la pédagogie justement sur le terrain en disant mais l'URN, ce n'est plus, ils ont renoncé à tout ça, quoi. Alors effectivement, bon j'ai beaucoup comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'amis dans ce parti que j'ai essayé, hein, d'emmener avec moi. J'ai réussi pour certains, mais pas pour tous. Donc j'essaye de leur expliquer que c'est quand même nous qui avons, la bonne information, que tout ce que le RN fait aujourd'hui, bah, c'est de vraiment être dans la même mesure que et dans le système, hein, tout à fait. Ils ne votent absolument pas aucune loi. Enfin, c'est pas qu'ils votent pas les lois, mais c'est qu'ils ne généralement, ils s'abstiennent. Ils sont jamais contre, ils s'abstiennent. Voilà, la 90 du temps, ils s'abstiennent. Et on voit bien aujourd'hui qu'avec ce qu'ils font, que ça soit au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, il y a rien qui change. Donc j'essaye de leur faire comprendre ça et j'ai quand même, bon, la chance, encore une fois, pour ceux qui sont dans ma circonscription, j'ai quand même quelques personnes qui m'ont dit: «On est toujours RN, mais on votera pour toi», parce que là, par contre, j'ai, une meilleure, un meilleur aura par rapport au candidat RN actuel, qui n'a pas vraiment fait j'ai cette chance-là sur la circonscription, c'est que le, député RN n'a pas été très performant les quelques mois qu'il a été là. Il n'a pas voulu faire de permanence, il a pas vraiment fait beaucoup de terrain, enfin il a pas vraiment, montré, beaucoup d'implication. Alors après, j'ai pas tout suivi ce qu'il a pu faire ou pas faire, mais en tous les cas, moi, je pense que je peux largement faire beaucoup mieux, enfin j'espère tout au moins et et donc voilà, je pense que ma candidature est légitime. Ouais. Nous, en tant que patriotes, on en est persuadés, on connaît les Oui, valeurs que tu véhicules et comme ce sont les valeurs que nous défendons également, on en est persuadés. Mais c'est vrai que je suis toujours surpris et je pense que rester député RN, des fois, c'est peut-être, je pense, parce que la gamelle est bonne quand même à prendre. Et ce qui est quand même fou, c'est de voir le renoncement à ce point. Euh, alors, autant on peut comprendre que des élus restent RN parce que, voilà, pour des questions financières, mais les sympathisants de base ou les militants, il y a un moment, on se demande s'ils vont réellement réussir à voir clair dans le jeu du RN, qui finalement est un parti comme les autres et n'est même plus un parti d'opposition, quoi. alors ce n'est plus un parti d'opposition, ça c'est sûr. Je pense qu'ils ont quand même réussi à les alors je sais pas, ils ont dû leur faire un lavage de cerveau. Ils les ont endormis avec avec leur programme parce que, encore une fois, là, les personnes alors il y a des personnes que je rencontre qui sont conscients, que c'est nous qui avons raison, mais ils restent toujours dans l'idée que pour voter, nous, on est encore petits et qu'il faut mieux avoir un parti plus important, enfin plus gros, enfin et moi je leur dis: «Non» parce qu'il faut vraiment que nous on avance. Donc si on continue dans cette optique-là, de voter que pour bah, soi-disant les gros partis, mais qui au final ne font rien. Il vaut mieux quand même voter dans ses convictions. Il faut vraiment respecter ses convictions, mais encore une fois, c'est ce que je dis souvent, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, hein, de ce côté-là. Il faut qu'on jette les petites graines et on avance, hein, tout doucement, mais on a encore énormément à faire. D'accord. Je vais reprendre, alors je ne sais plus directement des questions, mais je te fais part un petit peu des commentaires qu'on a qui peuvent éventuellement t'inspirer quelques réflexions.
On a Antoine qui nous dit, en revenant sur les députés, le dépistage des stupéfiants réguliers devrait être obligatoire à l'Assemblée nationale, par exemple. On nous dit voilà, que, en gros, le RN, c'est le parti du grand renoncement. Et il y avait également, oui, voilà, que effectivement, que c'est selon les gens qui nous regardent, voilà, il y a aussi des élus qui restent au RN parce que l'assiette est plutôt bonne et la soupe est bonne. Voilà. On va aller doucement vers les parties de conclusion. Alors, je dis à ceux qui nous regardent, si vous avez encore des questions concrètes, n'hésitez pas à les poser à Nathalie. Et avant les dernières questions, oui, j'ai quand même quelque chose d'intéressant. Donc intéressant. Quand tu te lèves le matin et tu t'en vas pour tracter, coller, convaincre, etc., tu reprends ton bâton de pèlerin. Qu'est-ce qui te donne l'énergie d'aller faire tout ça aujourd'hui encore? Alors effectivement, c'est un énorme travail. Là, ça fait depuis, début avril que nous sommes sur le terrain. Là, cette semaine, ça a pris, une autre ampleur parce qu'il faut qu'on colle nos affiches. On a fait beaucoup de tractage, hein, j'ai la chance énorme d'avoir une bonne équipe, hein, vraiment on peut considérer quand même que en tant que patriotes, on a une famille et je le ressens au niveau de mon équipe, c'est vraiment très important et je les remercie, vraiment infiniment parce qu'ils m'aident tous les jours. Donc rien que pour ça, je suis obligée de partir le matin en me disant: «Allez, il faut y aller». Alors c'est vrai que cette semaine, je me suis contraint quand même à un rythme, assez important parce que faut pas oublier que je travaille, et que je veux faire les choses. J'ai quand même gardé une âme militaire, hein, étant enfant de militaire, donc j'ai un peu été élevée comme ça, donc depuis lundi, je me lève très tôt et je rentre très tard à la maison, parce que je colle. On a collé quasiment, enfin même là, au jour d'aujourd'hui, on a quasiment collé, pas pas la moitié, mais presque, des panneaux. Donc on a vraiment bien avancé et rien que pour mon équipe, pour Florian, pour notre programme, pour tous les patriotes que je représente. Puisque aujourd'hui, étant donné que je suis la seule candidate, je représente tous les patriotes. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'y aller pour tout le monde. Et c'est pour ça justement, pour voilà, t'avoir rencontré, en avoir discuté avec d'autres patriotes, d'autres référents. Voilà, on a vraiment envie d'être à fond derrière toi, seule candidate actuelle là, sur ce territoire, et que ça nous fait plaisir d'avoir cet échange avec toi. Il y a une petite question que je me pose. Est-ce que toi, tu imagines, voilà, tu t'imagines de devenir député. Est-ce que tu imagines à quoi ressemblerait ta première semaine? On va dire demain, tu es investi, tu deviens député. Est-ce que tu te projettes dans ta première semaine à l'Assemblée nationale et la découverte de tout ça? Alors effectivement, alors on peut toujours y avoir réfléchi. La première semaine, je pense que il y a déjà une grande part d'administratif. Je Voilà, je le vois comme ça, une grande part d'administratif, de découverte des lieux, parce que ça doit être, quand même impressionnant de pouvoir entrer à l'Assemblée nationale et après, ben, je dirais tout de suite, ben, avec l'équipe que j'aurai, se mettre au travail, voilà, pas s'endormir, se mettre en place, chercher un lieu pour faire la permanence, déjà savoir dans quelle commune on met la permanence. Donc ça sera une semaine très intense, je pense, parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire, rapidement pour pouvoir, commencer de travailler, dans de bonnes conditions et comme je dis, dans de bonnes conditions avec une équipe, voilà, une équipe compétente et ça je n'en doute pas que j'aurai une équipe très compétente pour Ouais, on n'en doute pas non plus, sinon tu ne serais pas là en train de te battre et tu n'aurais pas fait plusieurs campagnes. Donc, petit message personnel dans le chat. Haut les cœurs et tous les patriotes de France te soutiennent, Nathalie, de Antoine RZ, que tu reconnaîtras. bien sûr. Salut Antoine. L'Irlande nous pose aussi à nouveau une question. L'Irlande a toujours plein de questions super intéressantes. Concernant votre circonscription, quelle est la problématique principale de votre département que vous auriez à traiter? Est-ce qu'il y a une Alors problématique, il y en a plusieurs, ou est-ce qu'il y en a une voilà, qui est plus importante que les autres et qui serait, on va dire, voilà, importante et puis urgente à traiter? Alors moi, j'ai centré mon programme, enfin mes priorités au niveau bon le programme vous le connaissez, mais mes priorités au niveau en tant que députée, c'est les agriculteurs, ça c'est ma priorité, mais ma deuxième priorité, c'est qu'il y a énormément d'écoles qui vont fermer pour la rentrée prochaine et je trouve, inadmissible qu'on ferme autant d'écoles alors que bon, il faudrait moi pour moi, il faudrait mieux, mettre moins d'élèves par classe.
ça permettrait d'avoir un meilleur enseignement que de fermer des classes. Donc là, il y a vraiment trop de classes dans le département qui vont fermer, donc c'est ça ma je travaillerai là-dessus, je pense en priorité. Et D'accord. après, le soutien avec les agriculteurs, ça, ils le savent, hein, parce que je leur parle, c'est on n'est pas une circonscription vraiment agricole, mais quand même, hein, et on a des fermiers, donc il faut pas les oublier. Donc ça, c'est vraiment, important pour moi, donc Bon, mais mmh. ouais, et ça me fait rebondir sur quelque chose, comme nous l'avons déjà fait avec notre consoeur Anne-Marie, donc notre référente agricole. Si également, dans ta circonscription, tu veux un jour organiser sur le Discord un échange autour de la thématique agricole avec des agriculteurs, c'est pareil, les portes sont grandes ouvertes, parce que ça nous permet à nous, communauté du Discord et puis également militants, de comprendre réellement ce qui se trame sur le terrain, les difficultés liées à tout ce monde agricole en fait, et liées surtout aussi à l'Europe. Euh, alors, on est un petit peu loin dans ta région de Marseille, mais effectivement, j'ai le référent du 34 qui me demande n'avez-vous pas peur de la prise de pouvoir des gangs à Marseille et ce qu'on appelle la vénézualisation de la société même, voilà, je pense que vous en êtes loin dans la Saône-et-Loire, mais en tant que député de la nation, c'est un sujet auquel tu pourrais être également soumise. Effectivement. Alors en Saône-et-Loire, on a quand même des problèmes qui sont moins importants que Marseille, heureusement. Mais mais oui, je pense qu'en tant que député de la nation, oui, ça sera quand même un sujet, à bien suivre et essayer de faire un maximum, enfin, à voir comment on peut arranger cette situation-là. Mais c'est vrai que, il faut vraiment faire attention à la sécurité de nos concitoyens. Et comme je dis souvent, il faut y penser dès la naissance, enfin, pour que les enfants soient en sécurité, chez eux, sur le chemin de l'école, dans les cours de récré, et après ça va sur tout âge, de la population jusqu'aux anciens qui sont quand même aussi, victimes souvent de malveillance. Donc effectivement, mais Marseille, là, je dirais que c'est une ville qui n'est pas perdue, n'allons pas jusque-là, mais En j'aurais très grande tendance à dire, difficulté, au moins. ouais, j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de zones de non-droit, donc où la police ne va certainement plus. Donc faudrait revoir tout ça. D'accord. On a un autre aspect qui est intéressant également. On a, alors je vais essayer de bien lire le pseudo, c'est Greenbald Artus Gregorim. D'ailleurs, je ne sais pas tiens, si tu peux nous dire, Greenbald, de quelle région tu es, parce que je ne le vois pas directement, qui te demande est-ce que sur le plan historique, culturel, voire touristique, vous allez mettre en place des actions sur le territoire? Ce sont des sujets qui sont souvent trop délaissés dans notre pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, en Saône-et-Loire. On a beaucoup au niveau touristique, c'est quand même on est bien placé. Il y a beaucoup d'interventions, enfin d'associations qui gèrent des choses historiques. Donc oui, on a beaucoup de festivals, effectivement. Non, on est bien placé en Saône-et-Loire, hein, de ce côté-là. D'accord. Ok. Alors une question plus personnelle, au fond de toi un peu, on va dire, par rapport à le cheminement que tu fais aujourd'hui dans ce domaine politique. Euh, Si tu devais t'adresser, alors il y a deux solutions, soit à la petite Nathalie quand elle avait 10 ans, hein, l'enfant Nathalie, ou la jeune adulte de 30 ans, qu'est-ce que tu lui dirais avec le recul, avec aujourd'hui la bouteille que tu as et les expériences que tu as traversées? Comment tu pourrais parler allez, à la Nathalie de 10 ans, puis après à celle de 30 ans? Alors la Nathalie de 10 ans, elle était très, très, très réservée à l'école. 30 ans, peut-être un peu moins parce que j'ai adopté mon premier enfant, j'avais 30 ans, et ça m'a permis, déjà d'évoluer, cette période-là, et aujourd'hui, bah, je pourrais dire aux 2 qu'il y a eu une grande évolution et qu'il faut vraiment, heu, croire en soi et ne pas, rester, sur la réserve comme j'ai pu y être, à certaines époques. Je préfère vraiment la Nathalie d'aujourd'hui en tous les cas. Oui, tu leur dirais de s'affirmer plus, la petite de 10 Voilà, ans, de tu lui de dirais de qu'elle peut s'affirmer, y aller, voilà, elle peut parler, elle peut s'exprimer. oui, tout à fait, de pas être sur la réserve, de s'exprimer, de pas se laisser, invisibiliser, on peut dire, enfin, ou oui, mettre de côté, mais non, de s'affirmer, D'accord. voilà. Faut s'affirmer Et, quoi. et, et aujourd'hui, les enfants de 10-12 ans que tu rencontres, que ce soit de ta famille, des amis, etc., voilà, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil quand ils ont 10-12 ans? Bah, de faire ce qu'ils ont envie, déjà, c'est important.
Ouais, et de participer, à la vie locale. Enfin, heu, il y a beaucoup de choses à faire quand on est enfant, hein. Là, j'ai ma fille a été conseillère municipale, pour les jeunes. Ça lui a appris énormément de choses. Donc, s'ils veulent, s'investir, ils peuvent déjà dès petits, mais il faut en avoir envie. Mais surtout qu'ils fassent vraiment ce qu'ils ont au fond de leur cœur et de se battre pour, pour qu'on ait un faut qu'on se batte à tout âge de toute façon, je pense. d'accord. Ouais. Bon, Caméléon nous dit en parallèle, alors je crois que Caméléon, il est de la Réunion, lui. Et il dit aussi dans les conseils qu'il donnerait aux jeunes, lui, c'est de ne pas suivre le programme EVARS. Et je pense que bon, le programme Ah EVARS, oui, c'est un gros pavé. Je oui. pense qu'on aura l'occasion d'en discuter et on fera, nous, vraiment une thématique particulière autour de ça, et certainement une conférence ou du moins un échange sur le sujet. L'Irlande nous met être libre dans sa tête et dans son cœur, aussi, dans les conseils pour les jeunes. Ok. Enfin, on glisse vers la conclusion. Si tu devais résumer ta candidature en une phrase simple que tout le monde puisse retenir, ce serait laquelle? Ma candidature en une phrase simple, quand on veut, on peut. C'est beau. Mmh. Euh, bah, Ça vient je comme crois que ça. je vais même pas. On va rester. Quand on veut, on peut. Je crois que ça peut être le mot de la fin. C'est voilà. Si Claude veut bien se rapprocher de toi, on va vous saluer tous les deux justement pour terminer. Voilà, avec la candidate et son suppléant. On a passé 1h10 ensemble. Toi, c'est passé très vite. Je crois que notre communauté est contente. Bah, même l'Irlande frappe dans ses mains. Voilà, tout le monde fait coucou, frappe dans ses mains. On a des drapeaux français. Donc, bah, écoute, Nathalie, on va faire comme ça. On va monter cette vidéo le plus rapidement possible pour que vous puissiez vous en servir également sur le terrain, sur les réseaux sociaux. Un grand merci à tous les deux. Plein de courage pour le collage cet après-midi parce que je sais que vous retournez coller dès qu'on va couper la caméra. Eh bien, on vous souhaite plein de belles choses, une belle campagne. Et puis, de toute façon, vous avez toute la communauté des Patriotes derrière vous, la communauté du Discord qui était très heureuse de se mobiliser pour vous. Plein de succès, gros bisous à tous les deux. Et puis, à très vite sur le terrain. Merci beaucoup à tous, pour votre attention et merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez, tous les jours. Ça me touche, énormément et merci, Christophe pour cette interview, qui était une excellente idée. Merci Bah, je beaucoup. t'en prie, on est tous heureux, aussi bien Esmeralda, Mathis et Angélique derrière, qui sont justement aussi à la Oui, technique, merci. avec qui on va monter tout ça le plus rapidement possible pour que tu aies un bel objet à diffuser. À très vite, gros bisous, faites attention à vous et puis bonne campagne. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous les Discordiens et Discordiennes, à bientôt. Au revoir.